Bonjour, messieurs, dames, mesdames, messieurs, parce que je vais déjà prendre une réflexion d'entrée. Merci beaucoup d'être venus nous écouter. On est venu vous présenter l'ONG Hackers Without Borders, Hackers sans frontières, pour les francophones. Et je pense qu'il y a beaucoup de francophones. Je reconnais pas mal de visages, même si on ne se connaît pas tous, mais on s'est beaucoup croisés. Hackers sans frontières est une ONG qui a été créée à Genève, en Suisse, en janvier 2022. Donc c'est une très jeune ONG qui, à l'origine, est partie d'un petit collectif de spécialistes de la cybersécurité. Et on s'est donné comme mandat d'aider tous les gens qui avaient besoin de protection. Donc ça passe par de la prévention, de la sensibilisation, mais aussi des actions de terrain. Parce qu'on a compris qu'il y avait déjà une pénurie, et puis surtout on a constaté que les attaques étaient grandissantes de partout et qu'il y avait une mauvaise préparation globalement, au-delà des problèmes de budget. On parlera des problèmes d'argent probablement plus tard, mais d'abord que l'humain n'était pas assez sensibilisé, pas assez préparé, et du coup quand la menace était exécutée, c'est-à-dire qu'on constate que l'attaque a eu lieu et la déflagration bloquante, on a constaté qu'il fallait vraiment qu'on puisse agir sans rentrer dans un cadre commercial ou d'une préparation militaire, même si c'est important de le faire quand on devient une ONG. Et on est devenu une ONG en quelques semaines, puisque le mouvement a grossi. On est passé de 50 personnes dans un collectif un soir de création. C'était une discussion dans une terrasse de café parisienne qui est devenue une association et qui est devenue une ONG à Genève en moins d'un mois et demi. Donc c'est assez incroyable. On est passé donc en 3 mois de 50 personnes à 300 personnes. Et aujourd'hui, on est plus de 2000 dans 80 pays, même si on n'a pas des représentations officielles dans tous ces pays-là. Mais dans une quinzaine de pays, on a des country managers. Et ensuite, je vous présenterai un petit peu le staff et ce qu'on y fait. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Clément Domingo, qui est membre fondateur, cofondateur de cette ONG. Il fait partie de la terrasse de café. Et de l'autre côté qui se présentera et qui vous donnera quelques infos sur qui il est, ce qu'il fait dans l'ONG et ce que nous faisons un peu plus dans les détails. On va parler de nos réussites et nos échecs. Et de l'autre côté, l'autre challenger pour le combat de boxe, Stéphane Timotievich, qui est un de vos collaborateurs directs. C'est un Canadien, il habite ici à Montréal. Et il vous expliquera ce qu'il fait et les nouvelles responsabilités qu'il endosse au sein de l'ONG à compter de ce jour. Je donne la parole à Clément. C'est parti. Non, vu que je suis à domicile, c'est Stéphane qui va ouvrir le bal. Stéphane, à toi, je te lance dans la foule et puis je vais rebondir par la suite. Merci Karim pour l'introduction. Je pense que c'est important de donner les missions et les valeurs de l'ONG. Est-ce que vous m'entendez bien? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon? Oui, parfait. Alors, Stéphane Timotievich, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un mari comblé d'une formidable épouse, papa de 3 merveilleux enfants. Et comme il a dit Karim, ça fait 10 ans que je suis au Québec. Ça fait 10 hivers que je suis ici, pas 10 ans. Donc un véritable Québécois, je me considère d'ici, comme vous pouvez l'entendre avec mon accent. Alors aujourd'hui, on est là pour présenter qui sont les hackers. Alors comme vous pouvez le voir ici, nous sommes les hackers. On n'a pas les capuches, mais je pense que on a le mindset et puis on a cette curiosité et puis cette volonté de trouver comment les choses y fonctionnent et puis d'aider notre prochain, de contribuer à cette communauté. Alors pour la petite histoire, vous savez un peu qu'est-ce que je fais. J'ai commencé à bidouiller dans les ordinateurs à l'âge de 10 ans. Et puis cette passion, cette curiosité ne m'a jamais arrêté. J'ai ensuite fait des études d'ingénieur en système d'information. Puis je suis parti travailler dans le domaine des technologies d'information. J'ai occupé plusieurs postes de technicien, d'administrateur en France, au Canada. Et puis au Canada, j'ai rapidement obtenu des postes à haut niveau exécutif, de vice-président, de directeur général. Puis j'ai décidé de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Je vous présente un peu qu'est-ce que je fais. Ça fait 4 ans que je dirige une entreprise dans la cybersécurité et puis dans la cyberdéfense.
Donc vous l'aurez compris, mon temps est consacré tout d'abord à ma famille, à la gestion de mon entreprise, à mes compétitions de jiu-jitsu brésilien. Pour ceux qui me connaissent, savent comment je suis fou de ce sport et puis les valeurs que ce sport partage avec la sécurité, mais aussi dans la vie en général. Mais surtout avec l'organisation Hackers sans frontières où je travaille depuis 1 an et je collabore. Notre mission, c'est d'aider les plus démunis, de sensibiliser, mais surtout former la prochaine génération de cyberdéfenseurs. Merci Stéphane. Sax, Clément Domingo, ça fait plus de 10 ans que je fais de la cyber. Moi, je vais plutôt faire un focus sur l'ONG. L'ONG, on a, Karim l'a dit, mais ça part vraiment de la Croix-Rouge qui se fait défoncer littéralement. Et là, depuis un moment, on se disait, mais comment on peut être autant de spécialistes dans le monde et qu'il y ait encore en 2022, en tout cas 2021-2022, autant d'associations humanitaires, autant d'ONG qui elles-mêmes soient victimes. On s'est dit qu'il fallait peut-être faire quelque chose. Et ce qui a été assez fou, je pense que j'ai passé peut-être les 15 jours les plus intenses de ma vie avec Karim, avec Florent, avec Pierre-Marie. On a vraiment dû se sortir littéralement. Ah oui, vous excuserez mon franc-parler. Autant Karim, il est franc, mais moi, parfois quand je parle, voilà, je parle littéralement avec mes tripes, avec mon cœur, parce que je pense que ce sujet-là, il faut l'aborder de cette manière-là. Donc je pense que ces 15 jours-là, je pense que je ne me suis jamais sorti autant les doigts pour faire naître cette association qui est devenue un peu derrière une ONG. J'ai dû même activer des membres de mon réseau auxquels je n'avais encore jamais parlé pour leur parler de ce sujet-là. Une fois que l'ONG s'est créée, on a dû très rapidement se structurer. L'idée de ce talk, c'est un peu de parler de nos échecs, mais surtout aussi de nos réussites. Mais surtout de nos échecs et surtout comment on va pouvoir se structurer derrière. Et de manière générale, moi, il y a 2 choses que je vais vous partager, aussi bien sur le côté technique, parce qu'une fois qu'on a dû lancer l'ONG, Karim l'a dit, mais en quelques jours, il s'est passé aussi quelque chose de très marrant, c'est que, concours de circonstances ou pas, quand on a créé l'ONG, quelques semaines après, quelques jours après, il y a eu le conflit, hélas, entre l'Ukraine et la Russie. On a été, qu'on le veuille ou pas, propulsé au devant de la scène. Et ce qui est marrant sur ça, c'est qu'on a rapidement, en tout cas, monté différents petits groupes pour venir accompagner ce qui se passait. Donc je me souviens, il y avait des équipes aussi bien pour faire de la veille. Moi, c'est une de mes grosses activités. Donc comment on pouvait mettre au devant de la scène ce qu'on voyait, comment on venait aussi un peu le partager, le repartager aussi bien avec nos autorités locales, mais aussi en Europe pour dire on voyait ça, ça ou ça autre pour le faire. Et la deuxième chose qui, moi, m'a énormément un peu marqué, c'est comment venir fédérer des personnes. Finalement, derrière, c'est quoi fédérer une communauté de personnes, que ce soit vous, que ce soit nos proches là-dessus. En tout cas, s'assurer que même eux soient littéralement sûrs, aussi bien que nous. Bon résumé de l'action dès le départ. Ouais, ce micro, il a peut-être un problème, ou alors il faut parler fort. C'est mieux quand je parle un peu plus fort? Ok. Qu'est-ce que fait cette ONG? Vous allez me dire concrètement, qu'est-ce que vous faites et comment vous le faites? Alors, c'est très compliqué de pouvoir travailler sans mandat, donc on est obligé de demander et de montrer patte blanche. Personne ne peut aller en opération dans l'ONG. Quand je dis en opération, que ce soit pour aller dans une école et prêcher la bonne parole, apprendre un peu l'hygiène de la sécurité des systèmes d'information, ou pour aller sur une scène de crime et commencer l'investigation, le forensic, la récolte des infos, une autre équipe qui va s'occuper du rebuild, de la reconstruction du système et globalement aussi nos cols blancs, parce qu'on n'a pas que des geeks, et heureusement d'ailleurs, c'est un mythe, une ONG qui est bâtie que de hackers éthiques. On va rappeler quand même éthique parce que le mot hacker est très galvaudé et tout le monde a tendance à mélanger. Si je peux me permettre de rebondir, là tu viens de dire, Karim vient de dire quelque chose de très important. Certes, c'est Hackers sans frontières, mais en effet, on n'a pas besoin que des gens techniques. D'ailleurs, parce que sans gens techniques, on ne fonctionne absolument pas. Et je pense que ce point-là, peut-être qu'à tort, on n'insiste pas souvent là-dessus. Tu rebondis à bon escient. On a besoin de gens techniques et de gens non techniques. Quand je dis on a besoin, c'est obligatoire. Faire de la gestion de crise, c'est pas donné à des gars techniques. Et d'ailleurs, quand je dis à des gars, guys, je parle aussi de Nana. On a un programme qui s'appelle Jeunes Filles qu'on a lancé en Afrique du Nord et ça commence à prendre aussi en Afrique subsaharienne. Et pourquoi Jeunes Filles? C'est qu'on veut sensibiliser notamment
les femmes, mais ce n'est pas les femmes qu'on sensibilise, c'est l'opinion publique sur le fait du rôle important des femmes dans la cyber et dans le numérique. Et je sais qu'ici, il y a des gens très concernés, notamment des gens du CEF6 ou de Women for Cyber. On a une petite star qui est assise devant nous, que je ne présente plus, je ne donnerai pas son nom, vous la verrez à la fin. Mais pourquoi jeune fille? Parce que c'est la jeunesse qui va créer clairement et rouler, en tout cas, rule the world of tomorrow. On a besoin de sensibiliser les plus jeunes, parce que ce n'est pas en parlant à des vieux cons qu'on va changer quoi que ce soit. Je m'inclus dedans. Mais notre jeunesse, c'est notre futur. On parle beaucoup de machines, on parle très peu d'humains. On parle beaucoup de paix, de cyberguerre, de cybercriminalité, de cybermenaces. On ne parle pas de cyberpaix. On ne parle pas d'IT pour nos enfants qui demain vont utiliser à 400% toutes ces technologies. Donc, j'ai même pas envie de dire c'est important. C'est vital de former nos enfants, d'en parler à nos enfants, et particulièrement aux petites filles qu'on met souvent de côté. On leur dit, tiens, tu vas jouer à la Barbie, gros cliché stéréotypé pourri, mais c'est important de le dire sans bullshit et en direct. Donc, notre mission, c'est pas que de la technique, c'est aussi parler, bousculer un petit peu les opinions. Il faut que ça s'entrechoque, il faut créer les conditions du débat. Et je terminerai sur un exemple de ce que l'on fait en concret qui n'a rien à voir, entre guillemets, avec de la cyber pure. C'est qu'on est la première ONG au monde à créer les tables rondes, entre guillemets, des indésirables. Et ça fait rigoler les gens qu'on invite, parce qu'on invite des Russes, et des Russes qui sont du dark web. On invite des Iraniens, on invite des Coréens du Nord, on invite tout un tas de personnes qui sont désignées par The West comme des infréquentables. Et en fait, nous, c'est juste une bande de potes. Ce n'est pas des gens qui sont des criminels. D'ailleurs, on ne s'assierait pas avec eux si c'était le cas. Il n'y a aucune intervention qui se fait sans présentation de passeport et d'un casier judiciaire vierge. Donc, on n'invite pas n'importe qui et on ne fait pas n'importe quoi. Néanmoins, on ne veut pas faire le jeu de ceux qui disent « Ah, la menace, c'est ces pays-là ». Nous, il n'y a pas de menace. D'abord, on invite une table de potes. On est là pour parler de cyberpaix et pas forcément de cyberguerre. Il y a tellement de gens qui en parlent. Puis il y a tellement de gens qui sont experts là-dedans. On n'est pas vraiment des experts de la guerre. Par contre, on devient des spécialistes de la paix. Et moi, j'invite tout le monde à faire partie de cette gang de gars de la paix, parce qu'on a tous des capacités à créer un monde meilleur pour demain. On est peut-être des rêveurs, des gros utopistes, mais on est dans le game pour de vrai et on sait qu'on arrive à transformer l'essai. Et on vous y invite toutes et tous. Pour rebondir sur ce que Karim disait, autre chose, excuse-moi Stéphane, il y a aussi un autre point dont on ne parle pas beaucoup. Ici, on est tous des convaincus. En tout cas, j'imagine entre nous aussi bien juste sur cette table ronde, de manière générale, au niveau de cette deuxième édition du FIC ici à Montréal, de se dire que la cybersécurité, c'est important. Mais il y a quand même un point sur lequel on peut tous s'accorder, c'est de se dire que lorsqu'on parle de cybersécurité, on parle à chaque fois que de personnes, que d'entreprises là-dessus, mais on ne parle jamais de la veuve et de l'orphelin. En tout cas, pour reprendre cette expression-là que moi j'aime beaucoup. Et ce qui est très marrant, c'est que lorsqu'on parle un peu de cyber, les premiers touchés, les premiers impactés, que ce soit entreprises et autres, c'est nos familles, c'est nos amis, c'est nos voisins, donc vraiment littéralement les personnes. Et comment nous, à notre niveau, que ce soit aussi bien professionnel, mais surtout au sein un peu d'une ONG, on va venir aider ces personnes-là. Il y a un exemple qui, moi, m'a beaucoup frappé, et encore plus, enfin, je peux vraiment vous en donner beaucoup plus. Quand on a commencé un peu à parler de cette ONG à la montée, très rapidement, outre des sollicitations même de petites associations, d'ONG aussi, qui avaient besoin de notre aide sur le plan très technique, on s'est retrouvé à recevoir des sollicitations de femmes seules, harcelées, cyberharcelées, mais des choses littéralement dégueulasses. Et là, on s'est rendu compte, merde, qui s'occupe de ces personnes-là? Au sein de notre société en 2023, les autorités parfois sont littéralement débordées. Disons les choses, hein. Ce que je dis là, c'est absolument pas péjoratif. Je ne crache pas dans la soupe. C'est juste un constat qui est terrifiant. Cet exemple de cette femme, moi, m'a un tout petit peu retourné parce qu'elle était littéralement démunie. Même les forces de l'ordre, on a dû faire jouer nos relations à très haut niveau pour qu'elle puisse avoir un soutien. Ça faisait au moins 2-3 ans qu'elle vivait le calvaire. Elle était exploitée sexuellement. Pour la simple et bonne raison qu'elle avait juste commencé, fait un peu confiance et puis un peu dans un... Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point on peut rentrer très rapidement un peu dans une forme de spirale infernale.
et juste elle se taisait parce qu'elle n'avait pas du tout envie que ça puisse rebondir au niveau de sa famille, ses amis, et donc elle était littéralement démunie. Et elle allait plus ou moins voir les forces de l'ordre, mais même les forces de l'ordre ne pouvaient rien. Et moi, cet exemple-là, il m'a beaucoup retourné. Enfin, après, je vous parle pas un peu des autres exemples, toujours sur le côté très personnel, où il y avait à la fois d'autres mères de famille, d'autres pères de famille, mais qui sont littéralement harcelés, qui sont littéralement arnaqués, mais qui ne savent plus du tout où donner de la tête. Et donc, on s'est dit que certes, au-delà un peu de Hackers sans frontières, comment on essayait un peu de parler de la cyberpaix, comment on essayait un peu de porter la voix de pauvres numériques. Les pauvres numériques, c'est, vous savez, ces personnes-là qui ont le même âge que nous, qui travaillent un peu plus ou moins, en tout cas qui évoluent plus ou moins dans le numérique, qui sont plus ou moins au courant de comment fonctionne une arnaque, mais une fois que ça les touche eux, ils ne savent plus du tout comment réagir, quoi. Comment nous, à notre niveau, au sein de Hackers sans frontières, on essaie aussi un peu de porter la voix de ces pauvres-là en disant bah, notre société en 2023 doit faire quelque chose pour accompagner ces personnes vulnérables, parce qu'elles le sont, parce qu'elles vont le devenir de plus en plus, et je ne vous parle même pas de l'avènement de l'IA, on pourra aussi un tout petit peu en parler, parce qu'on commence aussi à faire des choses assez intéressantes au niveau de l'ONG avec nos différentes compétences, comme vous l'aurez un peu compris, qui vont venir encore mettre beaucoup plus de détresse au niveau de ces personnes-là. Top. Peut-être qu'il marche mieux. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Alors pour rebondir, pour revenir un peu à ce qu'ils disaient Clément et puis Karim sur nos jeunes, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour les aider justement à naviguer dans ce cyberespace. Ce n'est pas évident. Lorsqu'on est jeune aujourd'hui, on peut très facilement se faire embarquer dans le mauvais côté sans même se rendre compte. Et puis perpétrer des attaques sans le savoir. Et puis ainsi aller dans le mauvais côté de la cybercriminalité. Un exemple qui me touche personnellement, la fille de la gardienne de ma fille, elle a fait une tentative de suicide. On n'arrivait pas à savoir pourquoi, et les autorités n'arrivaient pas à comprendre pourquoi elle a fait ça. Finalement, qu'est-ce qu'on a décidé avec l'autorisation de ses parents, c'est d'utiliser notre ONG et de céduler un appel avec elle, tout en allant tout doucement, progressivement, avec Karim. Je me rappelle Karim qui parlait avec sa maman. Maman en pleurs, papa il ne sait plus quoi faire. Pour se rendre compte que finalement à l'école, elle a subi un cyberharcèlement, un deepfake qui a circulé à l'école. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont accès à des outils où ils peuvent facilement imiter, créer des images qui sont très sensibles et qui peuvent affecter une vie. Donc tout ça pour dire, on lui a expliqué notre travail et puis petit à petit, on a mobilisé notre écosystème pour l'assurer, travailler pour effacer ces images, parler aux autorités et puis lui donner une autre voie, une autre vision qu'elle est capable de s'en sortir. Elle n'est pas toute seule dans cet cyberespace numérique. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire et puis avec vous tous, il faut donner de sa personne. On est tous bénévoles ici, hein. Moi je travaille, on a tous un travail à côté. Je pense que c'est important de le préciser ici au Canada. C'est très important parce que je crois qu'on ne nous a jamais autant posé la question de mais comment vous faites pour faire ces actions-là, mobiliser du monde, venir dans des events, 90% de la poche de Karim, juste 2% de ma poche. Mais ouais, sauf propre. J'ai un père milliardaire virtuel et j'arrive à créer des bitcoins alternatifs. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas d'argent dans cette ONG. On a voulu, ça a été une condition de départ. C'est que déjà, vous arrivez, vous présentez comme hacker éthique. Ils ont oublié le mot éthique, c'est pas celui qui va vraiment charger le cerveau de compréhension. C'est surtout hacker. Vous êtes des hackers. Et en plus, vous faites ça gratuitement. Il y a une anguille sous roche. Vous venez pas chez nous pour nous espionner, vous venez pas pour faire de l'osins. C'est trop bizarre. Pourquoi vous voulez nous aider? Bah non, en fait, c'est quoi le but derrière? C'est bizarre d'être gentil, c'est bizarre de vouloir aider. Enfin, je veux dire, on est tous le fils de quelqu'un, on est tous le frère, on est tous le père. Pour ceux qui ont des enfants, le père de nos enfants, on est un frangin, un beau-frère. Donc on a une place dans la société. Et dans cette société, il est devenu bizarre d'avoir une espèce de... Je dis ça, franchement, il n'y a pas de fausse humilité et encore moins de fausse modestie. C'est bizarre l'altruisme, c'est bizarre l'empathie,
Et à un moment donné, il faut qu'on parle aussi de positif dans ce monde de la cyber. Parce qu'on est dans un salon cyber, on va parler beaucoup de commerce, beaucoup de choose my product, choose my solution, bosser avec tel pays, soit c'est un fait. Et il y a beaucoup de... Moi j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'humanité aussi. Il y a des relations humaines intenses, puis l'amitié et même la fraternité qui lie la France et le Québec, au-delà du Canada, vraiment je parle du Québec, elle est particulière. Donc sans bullshit, sans rien, je vous dirais qu'il faut remettre des valeurs humaines là-dedans. Et nous, pour éviter de tomber dans la suspicion de toutes ces valeurs humaines, que ce ne soit pas trop galvaudé, on a décidé tout simplement de ne jamais créer de compte bancaire pour l'ONG et de fonctionner sur nos deniers personnels. Donc c'est pour ça qu'on est assez limité dans nos actions. Mais on a aussi beaucoup de dons. Des gens qui nous prêtent du matériel, qui nous prêtent des instances dans des clouds, qui nous prêtent des ressources de computing, qui nous facilitent l'accès. Par exemple, pour venir dans ce salon, on n'a pas payé grand-chose de notre poche. On nous a vraiment beaucoup aidé pour le transport, pour les facilitations de hosting et autres. Donc, en fait, c'est cette interaction humaine. Vous voulez aider la société, vous voulez aider vos propres enfants. En fait, vous voulez vous aider vous-même. Il y a une maison de Hacker Ethic qui existe et elle fait ça sans parler d'argent, sans parler de « OK, mais si tu fais ça gratuitement, pourquoi tu le fais ?» Voilà pourquoi on le fait. Et on vous l'explique, je pense, avec des mots simples, parce qu'on est des gens simples et qu'au final, la sécurité, c'est aussi quelque chose de simple. Ça mérite d'être expliqué simplement. Voilà. Si je peux me permettre, rajouter quand même un peu aussi sur nos échecs, un peu les questions qui fâchent. Je pense que littéralement, si on a envie de monter à l'échelle, de faire des actions qui soient un peu plus importantes, à un moment donné ou l'autre, la question financière, elle est capitale. Et j'avoue qu'à date, on n'a toujours pas trouvé quelque chose qui puisse convenir à tout le monde, de montrer aussi un peu pelle blanche, de se dire comment on va se faire un peu financer, parce qu'on voudrait faire beaucoup plus de choses au regard de toutes les sollicitations que l'on a, mais on est aussi énormément limité parce qu'actuellement on a vraiment zéro trésorerie. Donc une bonne partie des choses que l'on fait, c'est vraiment sous fonds propres, en tout cas certaines personnes qui vont plutôt venir contribuer soit matériellement pour le faire. Mais pour après venir un peu sur beaucoup plus d'actions, beaucoup plus impactantes, il va falloir le faire. On n'a toujours pas trouvé un peu la question. Après l'idée aussi c'est un peu de vous proposer, en tout cas de vous expliquer comment ça va. Et puis si certains ont des idées de manière un peu générale, l'idée aussi c'est un peu de voir comment on peut monter sur tout ça. Il nous reste peu de temps. Vous m'entendez ? Ouais. Il nous reste peu de temps. En conclusion, parce qu'on a aussi des bonnes nouvelles pour tous les Canadiens puis les Américains, la zone Amérique du Nord. Stéphane Timotievitch prend la responsabilité du pôle Amérique du Nord et il sera basé ici, chez lui, à Montréal. Et ça va permettre d'avoir une proximité humaine directe, palpable, avec un vrai humain, à qui on peut poser des questions, à qui on peut demander aussi d'être enrôlé dans notre ONG. C'est très simple, il y a juste une inscription. Encore une fois, ça ne demande pas d'argent, pas d'adhésion. Tout ce qu'on veut, en fait, c'est avoir une très grande bande de potes, femmes et hommes, jeunes et vieux, reconvertis, anciens boulangers, pâtissiers, parce que ça aussi, on en a parlé, mais on a des profils atypiques incroyables, complètement fous, et des gens qui sont passionnés pour finalement la cybersécurité. Il y en a qui vont être plus dédiés aux hôpitaux, à la santé, d'autres plus aux écoles, d'autres plus à l'industriel, des anciens spécialistes de l'IoT, des gens qui ont bossé dans l'industrie. Tout ça, ça va être sous la responsabilité de Stéphane Timotievitch, qui est le country manager pour l'Amérique du Nord, basé ici j'allais dire à Genève, non, à Montréal, pardon, et je lui laisse la parole. Merci beaucoup Karim, merci Clément. Désolé pour ma voix, j'ai attrapé un coup de froid. Avec ce temps-là, c'est incroyable. Ça fait 10 ans que je suis ici, j'ai jamais vu ça. Il fait été au mois de novembre. Alors pour ceux qui ne sont pas québécois, fermez les oreilles. Le changement climatique ici, nous, on l'accueille volontairement. Le réchauffement, on le veut à Québec. Non, pour revenir à Cœur sans frontières, alors ma mission est claire ici. Problème avec cette déclaration. Ma mission ici, elle est claire, je pense, c'est de mobiliser, inspirer et coordonner une équipe de gens qui sont passionnés. Alors, comme il a dit Karim, on ne veut pas des gens techniques. On en a besoin, mais on a besoin des humains qui veulent donner de leur temps, qui veulent apprendre. On a pas mal de matériel éducatif, des gens qui ont un peu de temps, qui aiment bidouiller, des jeunes qui veulent voir c'est quoi la cybersécurité. On a des plateformes, on a des choses concrètes qu'on peut leur donner. Alors, dans un premier temps, les prochaines étapes, ça va être
d'établir des partenariats avec l'écosystème local ici au Québec. Je pense qu'on le connaît bien ici. Tout d'abord au Québec et puis par la suite on va dans les autres provinces, de sensibiliser à la cybersécurité et puis à cette culture proactive, je pense, de la cybersécurité qu'on oublie, surtout dans la défense, après l'attaque, mais il y a pas mal de choses qui se font en amont. Rien que l'hygiène, je pense que c'est important de nos jeunes, de nos entreprises, de communiquer sur ça et puis surtout de communiquer sur nos missions et nos valeurs à nous, de notre ONG. De trouver d'autres mécanismes, comme il a dit Clément, de financement avec les écosystèmes ici. Je pense que le Canada offre plein d'opportunités. Donc voilà, merci pour votre temps, merci pour votre écoute aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin. On sera ravis On a quelques goodies pour vous, là, pour ceux qui viennent, qui sont courageux. Non, puis, ça va être, il va peut-être y avoir bagarre parce qu'il n'y a pas beaucoup de goodies. Mais franchement, ils sont canons, donc ça vaut le coup. Peut-être organiser une petite bagarre. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche dans la compréhension? Parce qu'on s'est mal exprimé et on n'est pas des spécialistes pour ça. Monsieur. Un micro pour monsieur, on va attendre. Oui, merci pour l'exposer. Une question rapide, désolé en français. Vous avez évoqué les capacités d'action pour des personnels non techniques. Est-ce que vous pourriez donner des exemples de ça? C'est une bonne question. Ça ne m'étonne pas de M. Goldstein parce que pour le coup, c'est un peu un spécialiste de la gouvernance et un advisor très connu. Donc, merci pour la question. Tu me mets dans un gros embarras. Non, c'est pas... c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, non technique. Tu as vu, je galère même physiquement. Il y a des profils de... Moi, c'est ce que j'appelle... C'est vraiment galvaudé, mais les cols blancs. Pourquoi? Ils vont être vraiment dans l'organisation. Ils vont nous apporter ce que justement nous autres, les techniciens, ne savons pas, peu ou mal faire. Typiquement, on ne peut pas être un spécialiste, une brute du forensic ou du pentest ou globalement même de la red team et en même temps savoir rédiger un document parfaitement clair, parfaitement concis, vulgariser des propos techniques pour que le commun des mortels, pour qu'un enfant de 8 ou 9 ans comprenne ce qu'il est en train de dire. C'est ça en fait, finalement des tâches qui ne sont pas techniques mais qui sont vitales pour la réussite de la mission dans sa globalité. Quand il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de réussite. Donc on peut être des brutes techniques. Moi j'ai du mal à installer Word, donc ce ne sera pas mon cas. Mais on peut être vraiment des très très bons techniquement et faire un fail total de la mission parce qu'on est désorganisé. Dans la gestion de crise, dans la refonte d'un système d'information, il y a des étapes. Savoir par quoi on commence, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde, on va boire d'abord un café, on prend une feuille, on essaie de dessiner, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Comment ça va se passer? C'est un métier. Et c'est un métier non technique. Il faut comprendre un petit peu les gens techniques, en tout cas quand ils parlent. Il y a des animaux de notre espèce, quand on jacte, on meut, on pousse des cris d'animaux, les mecs ils comprennent pas. Le commun des mortels parfois ne comprend pas ce qu'on fait. Et bien ça, c'est un exemple d'absolument vital d'une personne non technique dans un environnement technique. Donc quand on dit, c'est vraiment pas du bullshit de dire hey, les gars, guys, non techniques, vous êtes les bienvenus. Non, vous êtes vitaux et nécessaires dans les bons rouages de ce mécanisme de réussite. Voilà. Next. Je vais commencer par vous dire merci, messieurs, parce que j'ai pris une grande bouffée d'air frais là. On n'a pas parlé de chiffre d'affaires, on n'a pas parlé de bénéfices, on a parlé de... Non, mais je pense qu'on est pas mal. On a retrouvé ce pourquoi on est passionné. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est votre consigne. Comment concrètement on vous rejoint? Alors, je ne vais pas faire de théâtre, je connais Stéphane et je sais comment signer, mais je pense qu'il y a pas mal de monde qui serait intéressé et qui ne vous connaissent pas forcément. Tu veux... Vous voulez, parce que les gens en ont marre d'entendre ma voix. Ils disent c'est un animal. Alors merci. Alors déjà merci beaucoup. Franchement ça nous touche et ça c'est notre rémunération, tu vois. Ma femme en a vraiment ras-le-bol que je passe 3/4 de mon temps à faire des trucs qui ne ramènent pas d'argent. Tu vois, elle me dit mais comment à un moment donné on aimerait bien partir en vacances dans les trucs, tu vois, voyage en classe éco. Bon. Et moi, ma rémunération, je te jure, c'est vrai, c'est pas du bullshit. Hein. Je kiffe ce que je fais, je kiffe l'interaction humaine, j'aime les gens, vraiment. Ça ne m'empêche pas de m'embrouiller avec ces deux mecs souvent. Mais j'aime les gens. Et quand j'ai des témoignages comme ça, un retour,
as bien vu, on n'est pas dans le spectacle et puis on n'est pas là pour ouais, on va peut-être gagner du fric en faisant ça. On aime vraiment cette interaction. Là, tu viens de me payer. J'ai un peu chaud là, tu vois. Ouais. Non, t'inquiète, on a des trucs. J'ai appris que c'était de l'eau, mais c'est bien déguisé au Québec. Bravo les gars. Pour nous rejoindre, c'est très simple, hein, comme je te disais tout à l'heure. On a un site internet, hwb.ngo, pour Non-Governmental Organization. hwb.ngo. Vous avez un lien, nous rejoindre. Vous arrivez sur une plateforme qui s'appelle Join It. Et vous vous inscrivez, puis il y a un petit process. On fait une clearance de premier niveau. Mais de toute façon, derrière, pour les vraies interventions, quand vous commencez, vous avez de la data que vous allez manipuler. Là, il y a besoin de montrer patte blanche, donc après on va plus loin. Mais déjà, on va se connaître, on va se parler, puis on va demander un casier judiciaire pour les entités, notamment publiques, qui peuvent de temps en temps faire appel à nous. Voilà. Mademoiselle. Allô, je voulais juste vous dire, premièrement, que j'admire ce que vous faites. Vraiment, c'est différent de ce que toutes les autres compagnies sont en train de faire en ce moment. Merci pour nous. Ma question, c'était plus pour savoir comment vous faites pour concilier votre travail en collaboration avec les forces de l'ordre ou avec les gouvernements quand le moment doit arriver de faire ça. On a promis qu'on allait parler. C'est une excellente question. Merci beaucoup de l'avoir posée. Je vais me permettre je monopolise le micro. C'est la journée de ma life là. C'est très compliqué aujourd'hui. J'ai perdu le fil. Vous êtes là. Je veux juste garder un contact visuel. C'est important. C'est très compliqué de discuter avec les autorités parce que nous, on est là en mode pote, tu vois, on est des amis, quoi. On vient aider, on a du temps libre. Et même quand on n'a pas vraiment du temps libre, on se dit, c'est vraiment chaud, on a des skills, on est vraiment bon dans ce qu'on fait, pas forcément techniquement, mais en tout cas, il y a de la bonté dans ce qu'on veut apporter, donc on se met à disposition. Tu serais folle de savoir les réponses qu'on a des fois quand on se présente et on se présente en groupe, on envoie des trucs. On fait vraiment du formalisme. Hein. Là, on est mauvais d'habitude. Peut-être pas Stéphane, il est très bon là-dedans. Toi, tu es assez nul comme moi. C'est une grosse brute dans d'autres sujets, mais ce n'est pas un mec très formel. Dans tous les cas de figure, on présente notre aide et là, on se fait envoyer bouler littéralement. Non, mais Hackers sans frontières, il n'y a pas un nom plus con déjà. Vous sortez d'où? Vous êtes qui? Vous avez fait quoi? Bon, après, ils osinent un peu, ils commencent à voir qu'on n'est pas des inconnus, mais la réponse, elle n'est pas super bonne. Je vais te donner un exemple qui est paradoxal avec ce que je viens de dire. C'est les gendarmes français. On a eu un super accueil par les gendarmes. Bon, déjà, c'est les militaires, c'est les mecs, c'est pas que dans l'éducation personnelle, c'est dans l'instruction de ces gens-là quand ils rentrent dans le corps de gendarmerie. Donc, il y a déjà une manière de recevoir l'autre et on a été écoutés et on a beaucoup servi les intérêts dans des instants assez graves qui se sont passés sur le territoire français où on les a aidés à empêcher des situations où des populations auraient pu être attaquées, blessées et voir des gendarmes eux-mêmes de tomber dans des guet-apens parce qu'on a détecté des zones vraiment intenses. Je ne peux pas trop rentrer dans le détail, mais en tout cas, on les a aidés à se prémunir de plusieurs menaces réelles, physiques, sur le terrain, grâce notamment à l'OSINT. D'ailleurs, je fais une petite pub pour un copain qui a une plateforme gratuite qui s'appelle osint.eu. Et si vous voulez passer de zero to hero sur l'open source intelligence et commencer à savoir manipuler la data sur Internet, c'est très important. Mais en tout cas, pour les institutions, je te dirais que c'est un gros fail chez nous. Peut-être parce qu'on ne sait pas bien faire de la communication avec les entités publiques. C'est un travail qu'on est en train de faire. Encore une fois, on ne peut pas devenir des super-héros de la com et globalement même du marketing, se mettre dans un package super sexy, tu vois, pour mieux se vendre. Mais encore une fois, comme le disait le monsieur, on n'a rien à vendre, en fait, on a tout à offrir. Et notre rémunération, c'est réussir à faire de demain un monde meilleur. Pas que pour nous, encore une fois. Je ne bosse pas pour les vieux, même si je les adore et je les respecte et je les vénère, même les anciens. Mais c'est pour nos enfants. C'est le monde de demain, le monde qui s'en vient. Il est flippant, vraiment. Il nous fait peur. Et on va vaincre la peur par se donner, entre guillemets, la main. Tu vois, numériquement parlant, virtuellement, on peut le faire physiquement. Pour ceux qui n'ont pas peur de nous donner la main, on a les mains propres. Mais globalement, on veut vraiment créer un monde meilleur, par des actions qui nécessitent pas d'argent, juste de l'envie. Même si tu n'as pas des super compétences, le fait que tu viennes à nous et du coup que tu deviennes le nous tous, c'est déjà une première réussite en soi. Donc faisons-le dans un monde numérique et un monde de cybersécurité. Je vais rebondir de manière beaucoup plus concise sur ce que Karim vient de dire. Il y a sur le côté
officieux et le côté officiel. Sur le côté officieux, on discute avec énormément de monde. D'ailleurs, un peu au niveau de nos relations, ça se passe bien. C'est quand il faut passer sur le côté officiel où ça commence à être compliqué. Tout à l'heure, Karim le disait, Stéphane aussi appuyé là-dessus. Ce qui est bizarre, hein, c'est de se dire qu'on va vous aider et qu'on va rien vous demander. Et ça, c'est pas naturel pour les gens. Voilà, donc l'idée, c'est un peu d'inverser la tendance, de se dire, oui, en fait, on va réellement t'aider sans aucune rémunération derrière. Ce qu'on va faire, c'est que la force du collectif, c'est parce qu'on va être nombreux à donner ici 1 heure de notre temps sur une année. C'est déjà énorme. Et cette heure-là, avec les compétences que tu vas avoir, que vous allez avoir de manière bien spécifique, vont servir peut-être une mère de famille dans le fin fond de l'Inde, dans le fin fond de l'Afrique, dans le fin fond, je sais pas, de l'Amazonie, juste pour elle, ses enfants, ou une communauté, voire une ville, voire un pays. Voilà un peu comment ça fonctionne. Bonjour, enchanté de vous rencontrer. En gros, j'ai une petite question sur le... Ça, c'est le pendant, le après, donc c'est top. Donc ce que vous faites, je pense, c'est top. Pour le avant, pour le côté proactif, est-ce qu'il y a des guides de durcissement? Est-ce qu'il y a des templates, des choses qui pourraient aider les entreprises de plus petite taille, on va dire, parce que les grandes, généralement, elles se débrouillent, sans parler que des particuliers, mais au niveau des petites entreprises, des petites boîtes, celles qui galèrent, celles qui vont se faire attaquer demain de toute façon. Je sais que des fois, l'État produit des documents, des guides de durcissement, etc. Mais est-ce qu'il y a aussi des entreprises qui pourraient vous aider par ce biais, c'est-à-dire participer à la matière qui est dedans, à l'expertise qui est dedans, de manière à ce que vous puissiez vous focuser sur autre chose et qu'il y ait des synergies, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui vous aident dans ce sens-là et est-ce que c'est un besoin? Encore une fois, je suis très content parce que pour le coup, je crois qu'on va réserver les goodies aux 4 intervenants qui viennent de poser des questions très intéressantes. Encore une fois, la structuration d'une ONG et sa maturité, effectivement, pour qu'elle soit uniforme et dans le monde entier, ça prend énormément de temps. Et je pense qu'on s'est aussi un peu éreinté la santé à courir partout. On a fait beaucoup d'urgences et très peu de paperasse, entre guillemets. Cette paperasse est importante. Quand je vois le travail d'un document au format A4 qui va être diffusé dans des écoles, basé par exemple sur le travail de Clément, qui a fait le permis cyber pour la France et ensuite dans les zones francophones. C'est arrivé jusqu'en Afrique, en Afrique francophone. On a vu l'impact d'une simple feuille A4. C'était fou. On n'avait plus besoin de pitcher pendant 2 heures. N'importe qui pouvait lire la feuille et dire « Ah ouais, en 7 étapes, j'ai 70-80% de ma sécurité qui est déjà upgradée gratuitement en lisant un document. » Ce que tu viens de dire est absolument primordial. On n'a personne aujourd'hui on a des gens en back-office qui font tout ce travail d'organigramme, de préparation des équipes, de savoir qu'est-ce qu'on va privilégier en termes de criticité. Mais on n'a pas encore cette maturité. Et pourtant, on a des membres qui ont des GitHub qui sont remplis de ce type de procédures. Et on fait un travail de partage d'informations beaucoup sur LinkedIn ou sur Twitter. Peu sur Twitter, beaucoup sur LinkedIn. Et donc, on partage les informations. Mais c'est un peu désordonné pour le moment. On n'a pas honte de dire là où on est fort et là où on est très faible, voire nul. Là-dessus, on n'est pas très fort. On n'est pas nul parce qu'on a produit du concret qu'on a déjà diffusé. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, je dirais que oui, on a besoin de tout le monde. Venez nous aider. Apprenez-nous aussi à nous structurer. On n'est pas là que pour dire « ouais, on a une armée de tueurs à gages, vraiment des spécialistes, on va tout réparer, etc. » Pas que. Il y a vraiment des très bons. Et franchement, on en a beaucoup sur 2000 personnes. Je dirais qu'on en a au moins la moitié qui sont des experts techniques. Donc, on a vraiment beaucoup de gens très intéressants et intéressés. L'autre partie, c'est diffuser simplement l'information pour le commun des mortels. Et on a besoin de professionnels qui ont déjà du contenu pour venir nous aider à mieux nous structurer. Je sais pas si on... Je vais rajouter, oui, parce que là, vous avez tout un tas de questions, c'est chouette, mais après, on ne le dit pas aussi souvent, mais là, on n'est pas là aussi pour prendre le business, parce que je pense que on n'est pas du tout là pour prendre un peu le business. Donc, on parle de petites entreprises, et là, certaines n'ont pas du tout le budget, mais nous, normalement, c'est pas du tout notre faire valoir, et on n'a pas vocation à les aider. Après, ça peut être intéressant, en effet, peut-être d'avoir des guides aussi à diffuser littéralement juste pour ces petites entreprises, mais là le but c'est pas du tout de le faire. Le but quand même un peu premier, c'est vraiment les associations humanitaires, les ONG qui eux-mêmes vont aller au devant à la rencontre de personnes fragiles, en tout cas dans tous les domaines que l'on connaît. Et peut-être que demain on va aussi, en tout cas
trouver aussi le modèle pour aller adresser ces toutes petites structures-là qui n'ont pas du tout, mais de manière générale, pour donner en tout cas un complément de réponse à ce que Karim vient de dire à juste titre, c'est qu'on n'a pas du tout vocation à aller vers eux. Donc nous, on reste vraiment sur un côté qui est totalement bénévole. Donc quand tu as une entreprise, peu importe ta taille, il va falloir que tu puisses budgéter, quoi. Donc ça aussi, c'est très important de se dire qu'on n'est pas là pour remplacer les professionnels que vous êtes qui vont vraiment venir apporter du service à différents niveaux. Clairement, t'as pas de pognon, tu es un journaliste indépendant, tu crains pour ta sécurité dans tel bled, tu veux faire une aide, scanner ton téléphone, connaître les bonnes pratiques pour passer par des réseaux chiffrés, communiquer, te créer un corridor humanitaire virtuel, ce genre de choses qu'on a fait typiquement dans le conflit russo-ukrainien. On a aidé autant de populations ukrainiennes que russes. Les populations, je vais pas être méchant, puis je vais pas m'attirer de foot de qui que ce soit. Mais les gouvernements, globalement, on s'en fout, sont riches à millions, à milliards, ils ont de l'argent, ils se formatent, ils veulent du conseil, volontiers. On ouvre la porte, enfin, ils vont nous ouvrir leurs portes, et souvent leurs portes sont fermées. Mais nous, on est là, ça peut être n'importe qui d'entre vous, on prend un café, on aura la même discussion avec un cabinet ministériel ou quoi. Donc on est vraiment down to earth. Mais les gens qui n'ont pas les moyens, et les moyens financiers, et des gens qui ont leur vie en danger, clairement, c'est eux notre priorité. C'est clairement. En tout cas en termes de haute criticité. Et on va prendre une dernière question. Ouais. Merci du beau travail que vous faites, mais je voudrais juste savoir, vous travaillez avec des gens vulnérables qui ont du secret, qui sont des informations personnelles. Comment vous faites pour sauvegarder ces personnes-là d'une manière personnelle et de manière informationnelle? C'est une excellente question qui nécessiterait au moins une bonne heure est découpée en 3 parties. La partie officielle de ce qu'on peut répondre, la partie officieuse, parce que c'est pas qu'on ne dira pas la vérité, c'est qu'on sera parcellaire sur les informations qui ne nous mettront pas en danger et les informations qui ne mettront pas en danger le requérant. Et ouais, et je pense que là on est pressé par le temps, vraiment on nous invite à... mais en tout cas, on fait attention.